La cinétique de la catalyse enzymatique. Nous savons que la formation de complexes enzymes-substrats fait que la catalyse enzymatique, au cours d'une catalyse enzymatique, en fait, il y a ce que l'on appelle une cinétique qui est caractéristique, où on définit souvent, par exemple, la vitesse initiale et ensuite une vitesse de saturation, etc. Bon, ça veut dire quoi tout ça? On comprend bien, par exemple, qu'une déficience en enzyme va pouvoir se traduire par un ralentissement d'une réaction chimique catalysée. Entre autres, par exemple, on peut très bien parler de vitesse initiale qui va être diminuée selon que l'enzyme est plus ou moins efficace, selon que le substrat est plus ou moins le substrat qu'il faut être, qu'il soit, entre guillemets. Donc ça veut dire qu'un substrat va donner un produit, mais quelquefois, le substrat qui doit subir une réaction bien précise, bien spécifique, quelquefois il y a quelques petites modifications. Bon, dues à l'environnement, par exemple modification de pH, modification de température, etc. Donc on se propose de résoudre le problème suivant, c'est comment étudier la vitesse d'une réaction qui est catalysée par une enzyme et comment déterminer les conditions optimales à sa réalisation. Autrement dit, comment, par exemple, jouer sur les facteurs environnementaux pour faire en sorte que la catalyse se déroule au mieux. Bon. Donc nous allons voir l'influence de la concentration en enzyme ou en substrat. Puis ensuite, nous allons parler d'un paramètre essentiel qui est la vitesse initiale. Et ensuite, une modélisation que vous allez pouvoir vous amuser à faire pour comprendre l'influence de certains facteurs sur la vitesse de réaction. Nous commençons par étudier l'influence de la concentration en enzyme ou en substrat. L'objectif sera de déterminer si les concentrations relatives en enzyme et en substrat exercent une influence sur ce que l'on appelle la cinétique de la catalyse enzymatique. La cinétique, autrement dit, c'est en quelque sorte une vitesse de réaction chimique, en fait, qui fait que l'enzyme, par exemple, va agir plus ou moins vite sur son substrat. Alors, une activité pratique, on va pouvoir suivre, par exemple, concernant l'amidon, donc on va pouvoir suivre son hydrolyse, donc en présence d'une enzyme que l'on appelle l'amylase. Donc l'amylase, on peut la trouver donc en pharmacie, en comprimé, ou par exemple l'amylase salivaire, quoique maintenant ce soit plus trop autorisé en milieu scolaire pour des raisons d'hygiène. Bon. Alors on peut étudier donc cette hydrolyse de l'amidon en présence d'amylase par ce que l'on appelle la colorimétrie. Ça veut dire on fait en sorte que, on s'arrange pour trouver un colorant qui va prendre différentes teintes en fonction de la quantité de substrat qui sera mise en route entre guillemets pour étudier la réaction. Bon, donc l'emploi d'amidon peu concentré auquel on va ajouter une petite quantité d'eau iodée. Alors en effet, l'eau iodée c'est le réactif de l'amidon. L'amidon est bleu-noir en présence, l'eau iodée est bleu-noir en présence d'amidon, sinon c'est plutôt orange jaunâtre. Alors, donc pour une coloration bleu transparente, cette eau iodée en présence d'amidon. Alors on se doute bien que selon la concentration de l'amidon, la teinte sera plus ou moins foncée. Très faible concentration d'amidon, et dans ce cas, l'eau iodée va prendre une teinte peu foncée. Et si la concentration en amidon augmente fortement, la teinte deviendra plus foncée, évidemment. Donc la colorimétrie va nous permettre, en fonction de la teinte de l'eau iodée, prise en présence d'emploi d'amidon ou non, d'ailleurs, va nous permettre de voir, de comprendre que la cinétique enzymatique fait que la réaction est possible ou pas. Alors, la digestion de cet emploi d'amidon va s'accompagner par un éclaircissement progressif du mélange. Un colorimètre relié à un dispositif d'hexao permet de mesurer l'intensité de la coloration du contenu d'un tube. Il est possible de suivre la réaction enzymatique en temps réel. Alors, je suis perturbé par l'environnement. Je suis perturbé par l'environnement. L'environnement agit sur les explications. Alors, on va étudier donc l'absorbance en fonction du temps.
Alors le protocole expérimental, ce sera de préparer une solution d'amylase. On met par exemple un comprimé broyé et dissous dans 50 ml d'eau. On prépare l'emploi d'amidon à 1 g par litre coloré par de l'eau iodée. Quelques gouttes pour 50 ml de façon à obtenir une solution transparente de couleur bleu marine. Donc de couleur bleu marine. Dans une cuve pour colorimètre, on va verser quelques gouttes de solution enzymatique. On va remplir la cuve avec une solution d'emploi d'amidon coloré. On va démarrer immédiatement l'enregistrement. Et puis on va faire plusieurs essais en faisant varier la quantité d'enzymes. Alors là, on voit bien qu'on met de l'emploi d'amidon, on met l'eau iodée. Donc on sait bien que l'eau iodée va prendre une teinte, on va dire noir, violet, bleuté. Alors évidemment, quand on met des concentrations croissantes, par exemple, d'eau iodée, enfin d'emploi d'amidon, donc d'amidon dans des tubes, ça veut dire que la coloration va être de plus en plus foncée. Donc on aura un bleu de plus en plus intense. Et lorsque l'on va mettre l'amylase, donc l'enzyme qui va permettre la digestion de l'amidon en glucose, eh bien ça veut dire que la coloration bleue va disparaître. Et en fonction de l'efficacité en quelque sorte de l'enzyme, la vitesse initiale, on va pouvoir en parler après, mais en fonction donc de l'efficacité de l'enzyme de l'amylase, eh bien la coloration va disparaître de plus en plus, et donc par colorimétrie, on pourra étalonner cette disparition de couleur et donc juger de l'efficacité de l'enzyme en mesurant simplement cette absorbance en fonction du temps. Alors voici les résultats. L'absorbance, on part de 0, alors 0 pour aller, enfin 0, 0,35 pour aller à 0,7. Alors on va simplement lire les résultats. On s'aperçoit que si on met une goutte, donc on met une certaine quantité d'amylase. Donc si on met une goutte, par exemple, donc on avait préparé une solution d'amylase à un comprimé broyé et dissous dans 50 ml d'eau, vous vous souvenez. Donc si par exemple on met une goutte de cette solution, on s'aperçoit que en fonction du temps, l'absorbance diminue. Elle diminue pour passer de 0,7 à 0,65, on va dire à peu près. Donc l'absorbance diminue un petit peu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un petit peu de digestion tout simplement de l'amidon. Alors là on ne mesure pas les vitesses initiales. On verra la vitesse initiale après lorsqu'on parlera du paramètre essentiel concernant la vitesse initiale. Si on met 3 gouttes d'eau iodée, on s'aperçoit que l'absorbance diminue plus. Ça veut dire on passe de 0,7 à 0,5 à peu près. Si on met 5 gouttes, eh bien l'absorbance diminue encore plus. On passe de 0,7 à 0,45. Et si on met 7 gouttes, on a encore plus, la diminution est encore plus efficace. Et si on met 10 gouttes, à ce moment-là, on passe de 0,65 à 0,4 d'absorbance à peu près. Donc ça veut dire que si on exploite les résultats pour les interpréter, on s'aperçoit que plus il y a d'enzymes, plus la concentration, plus il y a d'enzymes, puisque si on met une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, ça veut dire qu'on augmente la concentration dans la solution, et ça veut dire tout simplement que la digestion se fait d'autant plus vite que la concentration en enzymes est importante. Donc voilà, donc on a mesuré l'absorbance en fonction du temps pour différentes concentrations d'enzymes. Alors, il faut faire une petite remarque, c'est que le colorimètre mesure la quantité de lumière qui est absorbée, c'est ce que l'on appelle l'absorbance, et l'absorbance est d'autant plus élevée que la solution est foncée. Alors évidemment, l'absorbance mesure le fait que la digestion se fait en regardant la couleur de disparition, la disparition de la couleur en quelque sorte. Bon. Ensuite, on va parler d'un paramètre essentiel qui sera la vitesse initiale. La vitesse initiale donc, qui va mesurer l'absorbance également en fonction du temps. Mais
enfin, qui va être déduite en fait en mesurant l'absorbance en fonction du temps. Alors, au cours d'une réaction enzymatique, on va mesurer la détermination de la vitesse à 3 moments différents de la réaction. Alors, au cours d'une réaction, ce que l'on peut dire, c'est que la quantité de substrat va diminuer à mesure que le temps va passer, tandis que la quantité de produit va augmenter. Autrement dit, on peut symboliser une réaction par E plus S, E c'est l'enzyme, plus S c'est le substrat, va donner ce que l'on appelle un complexe enzyme-substrat, qui va donner, après catalyse enzymatique, eh bien, va donner E plus P, c'est-à-dire que l'enzyme est libérée à nouveau et le produit apparaît, c'est-à-dire que le substrat a bien été transformé en produit par l'enzyme qui, elle, ne subit pas de réaction. Donc E c'est bien l'enzyme, S le substrat, ES c'est bien le complexe enzyme-substrat et P c'est bien le produit. Donc la vitesse de réaction, on la définit comme la quantité de substrat qui est transformée par unité de temps, et on constate toujours que cette vitesse diminue au cours du temps. À chaque instant, elle correspond à la pente, qui correspond au coefficient directeur, de la tangente à la courbe en ce point. Donc ce coefficient directeur sera négatif si on étudie la quantité de substrat restant au cours de la réaction, et positif évidemment si l'on étudie la quantité de produits formés. On peut travailler sur la disparition du substrat et l'apparition du produit. Bon, évidemment. Alors, donc la vitesse maximale d'une réaction enzymatique, ce sera donc la vitesse initiale de la réaction, et c'est ce paramètre qui est pris en compte pour effectuer des comparaisons. Donc si on regarde par exemple la détermination de la vitesse à 3 moments différents de la réaction, dans une courbe, dans un graphique où l'on mesure l'absorbance en fonction du temps, eh bien on voit très bien que la vitesse initiale va diminuer en fonction de l'efficacité de la réaction, mais on mesure simplement la pente. Donc la pente, et on voit bien que la vitesse initiale, elle est d'autant plus importante que la concentration en enzyme est importante et que la quantité de substrat optimale à transformer en produit est importante. Alors, pour illustrer donc le paramètre essentiel correspondant à la vitesse initiale, donc je vous ai fait un graphique. On représente l'absorbance donc sur l'axe des ordonnées en fonction du temps sur l'axe des abscisses. On s'aperçoit que l'absorbance, elle diminue en fonction du temps. Et donc ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'au cours du temps, au cours d'une réaction enzymatique, eh bien, la quantité de substrat va diminuer au fur et à mesure de son déroulement, tandis que la quantité de produit va augmenter. Alors on peut traduire ce mécanisme par le fait qu'une enzyme va pouvoir se lier à son substrat pour former un complexe enzyme-substrat. Ce complexe enzyme-substrat, lorsque ce complexe enzyme-substrat se forme, eh bien le substrat est transformé en produit sous l'action de la catalyse enzymatique. Et de ce fait-là, ensuite, l'enzyme est libérée, puisque l'enzyme n'intervient pas, elle intervient dans la réaction, mais l'enzyme elle-même n'est pas transformée. Donc, elle se trouve libérée pour pouvoir catalyser la réaction d'un autre substrat en un autre produit. Donc, du coup, le produit est libéré. Bon. Donc, autrement dit, on a enzyme plus substrat, donne le complexe enzyme-substrat, qui va donner au final l'enzyme qui sera libérée, plus le produit qui sera formé. Donc, au cours d'une réaction enzymatique, on a dit que la quantité de substrat diminue au fur et à mesure de son déroulement, tandis que, évidemment, la quantité de produit augmente. La vitesse de la réaction, c'est la quantité de substrat qui va être transformée par unité de temps. Alors là, vous allez me dire, c'est l'absorbance, et là, c'est le temps. Eh bien, l'absorbance reflète le fait que, par exemple, comme on a dit précédemment, lorsque l'on a mesuré l'absorbance en fonction du temps correspondant à la catalyse enzymatique de l'emploi d'amidon en glucose, en fin de compte, eh bien, on a fait une colorimétrie. On a mis dans des tubes à essai, dans différents tubes à essai, ou dans des tubes spéciaux qui vont dans le colorimètre, c'est pareil. Donc on a mis une certaine quantité d'emploi d'amidon, et ensuite on a fait varier au niveau du résultat des courbes que l'on a interprétées précédemment, on a fait varier en fait la concentration
en enzymes. Donc là, on parlait de l'amylase. On a mis par exemple une goutte, 2 gouttes, jusqu'à 7 gouttes. Et on a vu que l'absorbance diminuait d'autant plus que la quantité d'enzymes était importante. Donc ça veut dire que par colorimétrie, on a pu mesurer la disparition de la couleur qui était bleu foncé. Bon, là, c'est simplement pour vous illustrer le fait qu'on parle de vitesse initiale. Donc la vitesse de la réaction, on a dit, c'est la quantité de substrat qui est transformée par unité de temps, mais on peut dire également que c'est la quantité de produit qui apparaît par unité de temps. Alors on constate toujours que cette vitesse diminue avec le temps. Donc là, la vitesse diminue, comment est-ce qu'on peut mettre ça en évidence? Eh bien, rien que l'allure de la courbe montre bien qu'en fonction du temps, quelque chose diminue. Et en fait, c'est la vitesse initiale. Alors, on peut se poser la question, mais c'est quoi cette vitesse initiale? Donc, à chaque instant, cette vitesse initiale correspond à la pente, donc coefficient directeur évidemment, de la tangente à la courbe en un point. Autrement dit, la vitesse initiale, je répète, c'est donc à chaque instant, on dit que cette vitesse initiale va correspondre à la pente, coefficient directeur de la tangente de la courbe en un point. Donc là, on avait bien une courbe, on prend un point, là je vous ai pris 2 points, on prend un point, on mesure la tangente. Donc la tangente, c'est une droite qui affleure qui affleure la courbe. Donc de ce fait-là, vous placez une règle, vous prenez un point, n'importe quel point, n'importe quel endroit, et vous placez la tangente à cette courbe, et vous obtenez ce que l'on appelle la pente, c'est-à-dire le coefficient directeur, et la pente de la tangente va correspondre à ce que l'on appelle la vitesse initiale. Donc ce coefficient directeur, évidemment, que l'on appelle généralement petit a, quand on a une droite, par exemple, y égale ax plus b, ou y égale ax, eh bien, ça veut dire qu'on a un coefficient directeur qui serait le petit a. Eh bien, ce petit a sera négatif si l'on étudie la quantité de substrat qui va rester au cours de la réaction, et sera évidemment positif si on a du produit qui apparaît. Enfin, dans le cas, si on considère la quantité de produit qui est formée. Donc ça veut dire que la vitesse maximale d'une réaction enzymatique va donc être la vitesse initiale, qui est représentée par la pente. La vitesse initiale de la réaction, c'est ce paramètre qui est pris en compte pour effectuer des comparaisons. Donc des comparaisons entre différentes enzymes qui peuvent être plus ou moins efficaces. Bon, je répète peut-être de manière à ce que vous ayez bien compris. Donc au cours d'une réaction enzymatique, la quantité de substrat va diminuer au fur et à mesure que le temps va passer, évidemment, tandis que la quantité de produit va, elle, augmenter, évidemment. Donc on peut de ce fait-là symboliser la réaction par E, qui est l'enzyme, plus S, qui est le substrat, va donner un complexe enzyme-substrat. Donc l'enzyme se fixe à son substrat. Et ensuite, libération de l'enzyme et du produit, qui est formé évidemment après catalyse enzymatique. Donc la vitesse de la réaction, c'est la quantité de substrat qui sera transformée par unité de temps. Donc le substrat va se transformer pendant un certain temps, va se transformer en un produit. Et on constate toujours que cette vitesse va diminuer au cours du temps. Eh bien, à chaque instant, cette vitesse va correspondre à la pente, c'est-à-dire qu'on peut mesurer par le coefficient directeur, donc par la pente de la tangente à la courbe en ce point. Bon, c'est ce qu'on a dit, donc vitesse initiale. Ce coefficient directeur sera évidemment négatif si on étudie la quantité de substrat qui va rester au cours de la réaction, et va être positif évidemment si on étudie la quantité de produit au cours de la réaction. Donc la vitesse maximale d'une réaction enzymatique sera donc la vitesse initiale de la réaction, et c'est ce paramètre que l'on mesure en général pour mesurer l'efficacité d'une enzyme spéciale. Par exemple, l'enzyme amylase salivaire, comme on a vu précédemment, où on peut prendre n'importe quelle autre enzyme, et on voit, par exemple, on peut mettre en évidence la spécificité de substrat également. Si par exemple on mettait, imaginons là on veut mesurer l'absorbance en fonction du temps d'une catalyse enzymatique, par exemple de l'amylase sur l'amidon. Bon, bah, c'est facile. Amidon, c'est quoi? C'est un polymère de glucose
Et ce polymère de glucose va pouvoir subir la catalyse par l'amylase pour donner le produit qui sera, au final, qui sera le glucose. Donc l'amidon donne du glucose. L'amidon, c'est le substrat, le glucose, c'est le produit. Et entre les deux, il y a l'enzyme amylase salivaire. Donc on a bien amylase salivaire qui va se lier à l'amidon, qui va catalyser la réaction, donc au niveau d'un site de catalyse, après s'être fixé, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait une fixation, donc il y a entre autres un site de fixation au niveau de l'enzyme, puis un site catalytique. Donc c'est ce qu'on appelle globalement le site actif. Et ensuite, donc, il faut qu'il y ait catalyse enzymatique, de manière à former le produit qui sera ici le glucose. Mais si on prend par exemple une lipase, imaginons une enzyme qui doit transformer des lipides, admettons, si on met de l'amidon avec une lipase, eh bien, on n'aura pas de diminution de l'absorbance. De ce fait-là, on pourra mettre en évidence le fait qu'il y a, alors soit l'enzyme n'est pas active, soit il y a la notion de spécificité. Ça veut dire que la lipase va agir sur les lipides et par exemple l'amylase va agir uniquement sur l'amidon ou sur un autre sucre, etc. Bon. Et même si on prend un autre sucre, ce n'est pas dit que l'amylase va agir sur l'autre sucre pour le transformer. Si par exemple on a un disaccharide qui va donner, par exemple un disaccharide qui doit donner 2 glucoses suite à une catalyse, ça ne veut pas dire que l'amylase va catalyser la réaction d'un disaccharide en donnant comme produit un glucose, admettons. Bon, il y a encore la notion de spécificité, donc qu'on n'étudie pas ici. Donc voilà, donc très simplement, pour conclure, on peut dire que on mesure l'absorbance en fonction du temps, c'est-à-dire la disparition de quelque chose, par exemple d'une couleur, comme on avait pris l'exemple de l'eau iodée sur l'emploi d'amidon. Alors tout à l'heure, j'ai peut-être dû me tromper, en parlant vite, en fait, on arrive à dire des bêtises. C'est bien l'eau iodée qui change de couleur et qui permet de mesurer, qui permet indirectement de mesurer l'absorbance par un colorimètre selon l'efficacité d'action de l'enzyme. Bon, ensuite, je vous invite à étudier, mais sur Internet, on ne va pas le faire ici, à étudier la modélisation pour comprendre l'influence de certains facteurs sur la vitesse de réaction. Donc là, vous avez par exemple un logiciel en ligne qui s'appelle EduModel. Alors peut-être que je vous ferai peut-être un tuto donc qui permet d'utiliser. Donc ce modèle permet d'utiliser ou de construire un modèle de réaction enzymatique. Il est possible de faire varier de nombreux facteurs et voir entre autres l'efficacité de telle ou telle réaction et même de mesurer. On peut même mesurer donc les vitesses initiales des réactions. Voilà, donc concernant la cinétique de la catalyse enzymatique, on a répondu au problème. Comment étudier la vitesse de réaction catalysée par une enzyme et déterminer les conditions optimales d'une réaction. Bon, on a pris l'exemple de l'emploi d'amidon qui était transformé par une amylase et on a mesuré ah oui, on est dans un lycée, on a mesuré l'absorbance, c'est-à-dire la disparition de la couleur de l'eau iodée en fonction du temps dans un colorimètre et on a bien mis en évidence le fait que l'absorbance diminuait, d'autant plus que la concentration enzymatique, c'est le cas de l'amylase salivaire, donc augmentait. Donc voilà, le cours est terminé. Merci.